Une jeune domestique, fatiguée de la pauvreté et de l'humiliation, décide de prendre une mesure impensable. Elle injecte secrètement le sperme du millionnaire, rêvant de tomber enceinte et ainsi mettre la main sur toute sa fortune. Le doux. Brise douce du matin transportait le parfum sucré des raisins mûrs à travers les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Dans la vallée des vignobles, à Saint-Émilion, le domaine Saint-Rémy était l'une des propriétés les plus respectées de la région, avec ses 300 hectares de vignes qui produisaient certains des meilleurs vins de France. L'imposant manoir de style colonial, avec ses murs de pierre et ses larges fenêtres, dominait le paysage comme un château gardant des secrets derrière sa façade parfaite. C'était là, dans cet univers de richesse et de tradition, que Marie Dupont se réveillait tous les jours à 5 heures du matin. À 24 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie entière d'invisibilité. Fille d'une famille marquée par la soumission, elle avait grandi en voyant sa mère se courber devant des patrons, sa grand-mère accepter les humiliations en silence et ses sœurs aînées suivre le même chemin de résignation. Pour Marie, ce n'était pas seulement une routine de travail, c'était une prison dorée dont elle rêvait de s'échapper. Ses pas silencieux résonnaient dans les couloirs de marbre, tandis qu'elle préparait le premier plateau de petit déjeuner. Elle connaissait chaque recoin de cette maison mieux que les propriétaires eux-mêmes. Elle savait que la porte du bureau principal grinçait à la 3e marche, que la machine à expresso faisait un bruit étrange quand elle était presque à court d'eau, et que la patronne cachait toujours ses médicaments pour la fertilité derrière les pots de sucre dans la cuisine. Marie observait tout. C'était sa nature, développée au fil des ans comme mécanisme de survie. Elle observait et enregistrait chaque détail, chaque conversation chuchotée, chaque regard échangé entre les patrons. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à comprendre que derrière l'apparente perfection de la famille Saint-Rémy se cachait un abîme de frustration et de secrets. Édouard Saint-Rémy, à 42 ans, était le 3e héritier d'une dynastie qui avait bâti sa fortune dans le secteur viticole depuis plus d'1 siècle. Grand, avec des cheveux grisonnants aux tempes et des yeux couleur miel qui reflétaient la froideur calculatrice des affaires, il dirigeait non seulement le domaine familial, mais aussi un empire d'investissement qui s'étendait dans l'agroalimentaire français. Sa réputation était impeccable dans le milieu des affaires, un homme de parole stratégique qui avait transformé Saint-Rémy en une marque reconnue internationalement. Mais Marie voyait au-delà de la façade. Elle percevait la tension dans ses épaules quand il descendait pour le petit déjeuner. La façon dont il évitait le regard de sa femme pendant les repas et comment il se réfugiait dans son bureau jusqu'à des heures tardives, non par excès de travail, mais pour fuir le poids étouffant qui planait sur cette maison. Isabelle Saint-Rémy était le portrait de l'élégance discrète. À 38 ans, elle restait impeccable avec ses cheveux blonds toujours attachés en un chignon, bas des vêtements de marque qui mettaient en valeur sa silhouette mince, et un sourire poli qui cachait une obsession qui consumait son âme jour après jour. Mariée à Édouard depuis 14 ans, elle avait transformé la maternité en une bataille personnelle contre son propre corps, une guerre silencieuse qu'elle menait dans des cliniques de fertilité très coûteuses, avec des médecins renommés et des procédures qui coûtaient des fortunes. Marie savait, parce qu'elle écoutait les conversations téléphoniques chuchotées, qu'Isabelle avait déjà subi 7 tentatives d'insémination artificielle. Elle savait aussi que la patronne prenait des hormones qui la rendaient irritable et instable, qu'elle pleurait seule dans la salle de bain de la suite principale et qu'elle avait promis à son mari qu'elle ne s'arrêterait que lorsqu'elle aurait réussi à lui donner un héritier avec le sang des Saint-Rémy coulant dans ses veines. « Il faut que ce soit le sien », murmurait-elle au téléphone avec la médecin de la clinique. « Il doit avoir l'ADN de la famille. Je n'accepte pas d'autre alternative. » L'obsession d'Isabelle n'était pas seulement d'être mère, mais d'assurer la continuité de la lignée. Elle savait qu'Édouard était fils unique, que ses parents étaient déjà morts, et que sur ses épaules pesait la responsabilité de perpétuer non seulement le nom, mais tout l'héritage construit au fil des générations. Cette pression était devenue une torture qui étouffait tout reste d'affection qui pouvait encore exister entre le couple. Marie assistait à tout cela depuis sa position privilégiée d'invisibilité. C'était comme si elle était un meuble de la maison, présente mais ignorée, témoin silencieuse de secrets qu'aucun des patrons n'imaginait qu'elle connaissait. Et c'est exactement cette condition qui lui a donné accès à des informations qui ont complètement changé le cours de sa vie.
C'était un mardi de mars lorsque Marie organisait le courrier d'Édouard dans son bureau. Entre les factures du domaine et les invitations à des événements sociaux, elle trouva un dossier avec des documents d'une clinique de procréation assistée de Lyon. Normalement, elle aurait simplement trié les papiers sans les lire. Mais quelque chose a attiré son attention. Ce n'étaient pas les documents d'Isabelle, comme on aurait pu s'y attendre. C'étaient des formulaires de collecte et de stockage de matériel génétique au nom d'Édouard. Le cœur battant, Marie lut rapidement les documents. Édouard avait fait un dépôt d'échantillons de sperme à la clinique dans le cadre du processus de fécondation in vitro. Le protocole indiquait que 5 échantillons avaient été collectés et congelés, dont 3 seraient utilisés lors des prochains cycles de tentatives avec Isabelle, et 2 resteraient stockés comme réserve de sécurité. En rangeant les papiers, Marie ressentit une sensation étrange dans l'estomac. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Pour la première fois de sa vie, elle était face à une information qui pourrait être utilisée comme une arme, une opportunité. Cette nuit-là, allongée dans la petite chambre à l'arrière de la propriété qu'elle partageait avec Claudette, la cuisinière plus âgée, Marie ne put pas dormir. Son esprit travaillait frénétiquement, connectant les points, imaginant des possibilités qu'elle n'avait jamais osé envisager. Elle connaissait la routine de la clinique parce qu'elle avait accompagné Isabelle à quelques consultations en tant que chauffeur particulier. Elle savait que le système d'identification des échantillons était simple, basé sur des étiquettes avec des codes correspondant au nom des patients. Elle savait aussi que la sécurité n'était pas aussi rigoureuse qu'elle aurait dû l'être, surtout les week-ends. Au cours des semaines suivantes, Marie observa encore plus attentivement les mouvements de la famille. Elle remarqua qu'Édouard était de plus en plus distant et irrité par les demandes constantes d'Isabelle concernant les résultats des traitements. Elle s'aperçut que les discussions entre eux étaient devenues plus fréquentes, toujours chuchotées, mais chargées de tension. « Tu ne comprends pas la pression que je ressens. » Marie entendit Isabelle dire un matin, alors qu'elle servait le petit déjeuner dans le jardin de la maison. « Toute ma famille me demande quand nous aurons un enfant. Ta famille n'est peut-être plus là, mais je sais qu'ils s'attendaient à ce que tu continues la lignée. » Édouard répondit avec une froideur qui trancha l'air. « Moi aussi je veux un enfant, Isabelle, mais ton obsession est en train de détruire notre mariage. »« Notre mariage était déjà détruit depuis longtemps, » rétorqua-t-elle, et Marie faillit renverser la tasse qu'elle posait sur la table. « La seule chose qui peut sauver ce qu'il reste entre nous est un héritier. » C'est à ce moment que Marie prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Elle ne se voyait plus comme une simple spectatrice de ce drame familial. Elle serait une participante active, quelqu'un qui prendrait les rênes de son propre destin, même si cela signifiait franchir toutes les limites morales qu'elle connaissait. Dans les semaines qui suivirent, Marie commença à étudier. Elle utilisa l'ordinateur de la bibliothèque publique de Saint-Émilion pour rechercher des informations sur la procréation assistée, l'insémination artificielle maison et tout ce qu'elle pouvait apprendre sur comment une femme pourrait tomber enceinte en utilisant du matériel génétique préservé. Elle découvrit que, bien qu'il s'agisse d'une procédure délicate qui devrait idéalement être effectuée en milieu médical, il existait des méthodes alternatives que certaines femmes utilisaient, faute d'accès à des traitements coûteux. Marie savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais chaque jour qui passait dans le manoir, voyant sa vie lui glisser entre les doigts, tandis que d'autres décidaient de son avenir, elle se sentait plus déterminée. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance ou d'ambition, il s'agissait de survie. Il s'agissait de devenir visible dans un monde qui s'obstinait à ignorer son existence. L'opportunité se présenta un vendredi d'avril. Isabelle avait pris rendez-vous pour une nouvelle séance à la clinique, le lundi suivant. Et Édouard avait laissé de nouveaux échantillons en fin de semaine pour s'assurer que tout était prêt pour une nouvelle tentative. Marie le savait parce qu'elle avait tapé la confirmation du rendez-vous à la demande d'Isabelle, qui ne faisait pas confiance au secrétaire de la clinique pour s'occuper de questions aussi personnelles. Pendant le week-end, alors que les patrons visitèrent la filiale du domaine à Beaune, Marie mit son plan à exécution. Elle avait étudié l'itinéraire jusqu'à la clinique, savait que le gardien du week-end était plus détendu et avait une excuse toute prête, au cas où elle serait interrogée,
Elle dirait qu'Isabelle avait oublié de prendre des examens et l'avait envoyé les chercher. La clinique se trouvait dans un immeuble moderne du quartier Montmartre, à Lyon. Marie y arriva le samedi après-midi, vêtue de l'un de ses vêtements les plus formels, un pantalon noir et un chemisier blanc qu'elle avait acheté pour les funérailles de sa grand-mère. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que le gardien puisse l'entendre. « Je viens chercher des examens pour Madame Isabelle Saint-Rémy », dit-elle au jeune homme à la réception, essayant de garder une voix ferme. Elle a oublié de les prendre vendredi et doit les apporter au médecin lundi. Le gardien, un homme d'âge moyen qui semblait plus intéressé par le match de football qui passait à la télévision, se contenta de hocher la tête et lui dit de monter au 3e étage. Marie monta dans l'ascenseur, les jambes tremblantes. Le laboratoire de procréation assistée était silencieux en ce week-end. Seule une employée de garde s'occupait du lieu, une jeune femme que Marie reconnut des autres visites avec Isabelle. « Salut, tu n'es pas l'accompagnatrice de Madame Saint-Rémy ?» demanda l'employé, reconnaissant Marie. « C'est ça. Elle m'a demandé de venir chercher des résultats qu'elle a oubliés ici vendredi. » mentit Marie, essayant de paraître décontractée. L'employé consulta l'ordinateur et fronça les sourcils. « C'est étrange, je ne vois rien ici concernant que des résultats prêts pour elle. » Marie sentit la sueur froide sur sa nuque, mais garda son sang-froid. « Ah, peut-être que c'est cette question des échantillons de son mari. Elle a dit qu'elle voulait confirmer que tout était prêt pour lundi. » L'employé se détendit. « Ah oui, je comprends. Laisse-moi vérifier dans le système. » Elle tapa quelques commandes et confirma « Tout est en ordre. Les échantillons de M. Édouard sont préservés et prêts pour la procédure. » Elle voulait vraiment en être sûre, continua Marie, son cœur battant la chamade. « Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Après tant de tentatives, elle devient inquiète pour tout. » « Je comprends parfaitement. C'est une situation délicate, » répondit l'employé avec sympathie. « Voulez-vous que j'imprime un rapport confirmant que tout est prêt? » « Ce serait parfait, » dit Marie, n'en croyant pas l'opportunité qui s'offrait à elle. Pendant que l'employé préparait le document, Marie observa attentivement la disposition du laboratoire. Elle vit où se trouvaient des congélateurs avec les échantillons, remarqua que le système d'étiquetage était exactement comme elle l'imaginait, et constata que la zone de stockage n'avait pas de caméra de sécurité dirigée spécifiquement vers les conteneurs. « Voilà, » dit l'employé, lui tendant le papier. « Dites à Madame Saint-Rémy que tout est prêt pour lundi. » Marie remercia et quitta la clinique les jambes flageolantes, mais avec une information précieuse. Elle savait maintenant exactement comment fonctionnait le système, où se trouvaient les échantillons et que personne ne remettrait en question sa présence là-bas si elle y retournait. Le lundi, pendant qu'Isabelle passait par la procédure à la clinique, Marie observa tout de loin, assise dans la salle d'attente. Elle observa chaque mouvement, chaque protocole, chaque détail du processus. Quand elles sortirent de là, Isabelle était étrangement silencieuse, et Marie comprit pourquoi lorsqu'elle l'entendit parler avec Édouard plus tard. Le médecin a dit que cela pourrait être notre dernière chance avec ces échantillons. Isabelle pleurait au téléphone. « Si ça ne marche pas cette fois, tu devras faire un nouveau prélèvement. » Marie savait que c'était sa seule opportunité. Si elle attendait plus longtemps, elle perdrait sa chance pour toujours. Cette nuit-là, elle finalisa ses préparatifs. Elle avait acheté discrètement tout le matériel nécessaire, seringue, récipient stérile, thermomètre pour contrôler l'ovulation. Elle avait calculé son cycle menstruel et savait qu'elle était dans sa période la plus fertile. Mercredi suivant, Marie manqua le travail en prétextant une urgence familiale. Au lieu de cela, elle prit le premier bus pour Lyon, transportant un petit sac avec son matériel et un courage qu'elle ne savait même pas posséder. Cette fois, elle arriva à la clinique à la fin des heures de bureau, quand l'affluence diminuait. Déjà, elle utilisa la même excuse, qu'Isabelle avait oublié quelque chose, et réussit à atteindre le laboratoire. Mais cette fois, l'employée de garde était différente, quelqu'un que Marie ne connaissait pas. « Madame Saint-Rémy a oublié une documentation ici », dit Marie, essayant de maintenir un ton décontracté. La nouvelle employée semblait plus méfiante. « Quel type de documentation? Et vous êtes qui exactement ?» Marie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, mais resta ferme. « Je suis son assistante personnelle. Elle m'a demandé de venir chercher des papiers concernant la procédure de la semaine dernière. »« Je vais devoir appeler pour confirmer, » dit l'employé prenant le téléphone. «
Bien sûr, pas de problème, répondit Marie, mais son cœur battait à toute vitesse. Elle savait que si la femme appelait Isabelle, tout le plan s'effondrerait. C'est alors que se produisit quelque chose que Marie interpréta comme un signe du destin. L'électricité du bâtiment fluctua et s'éteignit pendant quelques minutes, plongeant tout dans l'obscurité. Dans la confusion qui suivit, avec l'employé essayant d'allumer les générateurs d'urgence et de vérifier si les équipements fonctionnaient, Marie vit sa chance. Elle connaissait le chemin jusqu'à la zone de stockage. Dans l'obscurité, guidée uniquement par la lumière d'urgence, elle atteignit les congélateurs où se trouvaient les échantillons. Avec des mains tremblantes mais déterminées, elle localisa le conteneur avec l'étiquette « Saint-Rémy », prit l'un des échantillons de réserve et le plaça dans un petit récipient thermique qu'elle avait apporté caché dans son sac. Quand la lumière revint, Marie était déjà de retour à la réception, discutant naturellement avec l'employé de la panne d'électricité. « Oh là là, quelle frayeur! Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. » « Oui, heureusement que les équipements ont des batteries de secours, » répondit l'employé, visiblement soulagé. « À propos de cette documentation que vous êtes venu chercher, laissez tomber, » dit rapidement Marie. « Avec toute cette confusion, je ferais mieux de revenir un autre jour. Je ne veux pas vous déranger. » Marie quitta la clinique les jambes tremblantes et le cœur encore battant, mais portant avec elle quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Elle avait franchi la ligne. Il n'y avait plus de retour possible. Dans la petite chambre d'hôtel Bon Marché où elle passa la nuit, Marie exécuta la partie la plus délicate de son plan. Les mains tremblantes et le cœur battant à contretemps, elle suivit toutes les instructions qu'elle avait mémorisées des recherches qu'elle avait faites. C'était une procédure simple en théorie, mais chargée de symbolisme et de conséquences qu'elle ne pouvait pas encore mesurer complètement. Quand elle eut terminé, Marie s'allongea sur le lit étroit et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais plutôt de peur et d'espoir mêlés. Elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé être capable de faire. Elle avait pris le contrôle de son destin de la manière la plus radicale possible. Dans les 2 semaines qui suivirent, Marie reprit sa routine au manoir comme si rien ne s'était passé. Mais intérieurement, elle était différente. Chaque jour qui passait sans l'arrivée de ses règles était une confirmation que quelque chose avait changé pour toujours. Elle observait Isabelle pleurer dans les coins quand arrivaient les résultats négatifs d'une nouvelle tentative de fécondation et ressentait un mélange complexe de culpabilité et de satisfaction. C'est un matin de mai, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, que Marie eut la première confirmation de ce qu'elle soupçonnait déjà. Une vague de nausée la frappa si fort qu'elle dut s'appuyer sur l'évier de la cuisine pour ne pas tomber. Claudette, la cuisinière, le remarqua immédiatement. « Ma petite, ça va? Tu as une drôle de tête. »« Ça doit être quelque chose que j'ai mangé hier, » mentit Marie, essayant de se ressaisir. Mais il était trop tard pour cacher. Son corps commençait déjà à donner les premiers signes d'une transformation qui changerait non seulement sa vie, mais tout l'équilibre de cette famille qui croyait connaître tous ses secrets. Marie était enceinte, et le bébé qui grandissait. Dans son ventre portait l'ADN d'Édouard Saint-Rémy, l'homme qui ne connaissait même pas son existence au-delà de celle d'une simple domestique. Le plan avait fonctionné, mais Marie n'avait encore aucune idée des conséquences monumentales que sa décision apporterait à tous les concernés. Tandis qu'elle touchait discrètement son ventre encore plat, Marie regarda par la fenêtre, de la cuisine les vignobles qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Dans quelques mois, ce paysage parfait serait le théâtre d'une tempête qui ébranlerait les structures de la famille Saint-Rémy pour toujours. Le jeu ne faisait que commencer. Les décès, premiers signes arrivèrent comme des vagues silencieuses que seule Marie pouvait percevoir. C'était la fin mai quand les nausées matinales devinrent une constante dans sa routine, l'obligeant à créer des stratégies élaborées pour cacher ce qui se passait dans son corps. Elle se levait 15 minutes plus tôt pour vomir discrètement dans la salle de bain de sa chambre, se brossait les dents 3 fois pour éliminer toute odeur suspecte et mâchait des feuilles de menthe qu'elle cueillait en cachette dans le jardin du manoir. Claudette, la cuisinière qui partageait sa chambre depuis presque 2 ans, commença à remarquer les changements subtils. « Marie, tu es bizarre ces derniers temps. Tu ne manges plus de viande le matin, tu es toujours fatiguée. Et hier, je t'ai vu courir aux toilettes de bon matin. » « Ça doit être un problème d'estomac, » répondait Marie, forçant un sourire tout
en préparant le plateau du petit déjeuner des patrons. Peut-être que j'ai développé une intolérance. Mais cacher les symptômes physiques n'était qu'une partie du défi. Le véritable tourment était dans son esprit, où une bataille constante se livrait entre la culpabilité pour ce qu'elle avait fait et la satisfaction croissante de savoir que, pour la première fois de sa vie, elle avait le contrôle sur son destin. Tous les soirs, avant de s'endormir, Marie posait sa main sur son ventre encore plat et chuchotait au bébé qui grandissait là-dedans. « Tu auras une vie différente de la mienne », murmurait-elle dans l'obscurité. « Tu auras un nom, tu auras des droits, tu seras vu, je te le promets. » Pendant ce temps, l'atmosphère au manoir devenait chaque jour plus tendue. Isabelle avait reçu un nouveau résultat négatif de la clinique et sa frustration s'était transformée en une paranoïa croissante qui contaminait tous les espaces de la maison. Elle se mit à questionner chaque mouvement des employés, à se méfier de chaque conversation chuchotée et à interpréter tout changement de comportement comme une conspiration personnelle contre elle. « Marie », Isabelle l'appela un matin, 2 juin, alors que la jeune femme arrangeait le salon. « Tu es différente ces derniers temps. » Le cœur de Marie s'emballa, mais elle garda une expression neutre. « Différente comment, Madame Isabelle ?» Je ne sais pas l'expliquer. Plus silencieuse, plus mystérieuse. Isabelle s'approcha, ses yeux bleus brillant d'une intensité troublante. « Tu me caches quelque chose ?»« Non, madame, pas du tout, » répondit Marie, se concentrant sur le pliage des coussins du canapé pour éviter le regard pénétrant de sa patronne. « Parce que si tu complotes quelque chose contre moi, contre ma famille, je le découvrirai, » continua Isabelle, sa voix chargée d'une menace voilée. « Je découvre toujours tout. » Marie savait qu'Isabelle ne bluffait pas. La patronne avait licencié 3 employés l'année précédente pour des soupçons infondés de vol, de commérage ou de déloyauté. Son obsession pour la maternité s'était transformée en une méfiance généralisée, que tous autour d'elle sabotaient ses chances d'être mère. C'est dans ce climat de tension croissante que quelque chose d'inattendu commença à se produire. Édouard, qui avait toujours traité Marie avec la politesse distante de quelqu'un qui n'enregistrait même pas son existence, commença à la remarquer d'une manière différente. Au début, c'était juste des regards plus prolongés quand elle servait le petit déjeuner, ou un merci plus chaleureux quand elle lui remettait du courrier dans son bureau. Le changement devint plus évident un après-midi de juin, lorsque Marie se sentit mal dans la cuisine. La combinaison de la chaleur intense de l'été français avec les hormones de la grossesse la fit s'évanouir pendant qu'elle préparait le déjeuner. C'est Édouard qui la trouva allongée sur le sol, après être venu à la cuisine chercher un verre d'eau. « Marie, Marie, tu m'entends ?» Il s'agenouilla à côté d'elle, sa voix chargée d'une préoccupation sincère qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Quand Marie ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut le visage d'Édouard, très proche du sien, ses yeux couleur miel brillant d'une inquiétude qui la fit trembler intérieurement. « Je vais bien, monsieur Édouard, c'était juste un évanouissement. »« Non, tu ne vas pas bien, dit-il, l'aidant à s'asseoir. Je vais appeler un médecin. »« Ce n'est pas nécessaire, s'il vous plaît, » s'empressa de dire Marie. « C'est juste la chaleur et la fatigue. Je vais déjà mieux. » Édouard l'observa attentivement, remarquant pour la première fois des détails qui passaient auparavant inaperçus. La pâleur de son visage, la façon dont ses mains tremblaient légèrement, la vulnérabilité dans ses yeux marrons qui contrastaient avec la détermination qu'elle montrait toujours au travail. « Quand as-tu pris des vacances pour la dernière ?»« Fois ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même par l'intérêt sincère pour la réponse. « Je n'ai jamais pris de vacances, monsieur Édouard, » répondit Marie, essayant de se lever. « Je n'ai pas besoin de vacances. »« Tout le monde a besoin de se reposer, » dit-il, posant doucement sa main sur son bras pour l'empêcher de se lever trop rapidement. « Tu travailles ici depuis combien de temps ?»« 3 ans, monsieur. » Édouard réalisa qu'en 3 ans, il n'avait jamais eu une conversation de plus de 2 phrases avec elle. Marie avait toujours été une présence silencieuse et efficace, quelqu'un qui remplissait ses fonctions sans se faire remarquer. Mais là, dans ce moment de fragilité, il la vit comme une vraie personne pour la première fois. « Tu as de la famille dans la région ?» demanda-t-il, l'aidant à s'asseoir sur une chaise. « J'ai ma mère à Bordeaux » répondit Marie, surprise par son intérêt. « Elle travaille comme femme de ménage à la journée. »« Et ton père ?» Marie baissa les yeux. « Mon père nous a abandonnés quand j'avais 10 ans. »
Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. » Édouard sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. C'était de la compassion, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus troublant. Pour la première fois, il voyait Marie comme une vraie femme avec une histoire, des douleurs, peut-être des rêves. Et cette découverte le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. « Tiens, dit-il, lui offrant un verre d'eau fraîche. « Et je veux que tu ailles te reposer pour le reste de l'après-midi. Claudette peut s'occuper du dîner seule aujourd'hui. » Marie fut si surprise par sa gentillesse qu'elle faillit renverser le verre. « Merci, monsieur Édouard. Vous êtes très gentil. »« Édouard, dit-il, se surprenant lui-même. Quand nous sommes seuls, tu peux m'appeler simplement Édouard. » Ce fut le premier de nombreux moments qui devinrent de plus en plus fréquents dans les semaines suivantes. Édouard commença à trouver des excuses pour passer par la cuisine quand il savait que Marie y serait, à lui demander d'apporter des documents à son bureau, à engager des conversations décontractées sur la météo ou sur les vignobles. Marie, quant à elle, se retrouvait partagée entre le plaisir dangereux de ces moments et la culpabilité écrasante de savoir qu'elle portait un secret qui pourrait détruire non seulement sa vie à lui, mais celle de toute la famille. Chaque sourire qu'il lui adressait, chaque mot gentil, chaque regard plus prolongé était comme un coup de poignard dans sa conscience. C'était par un matin chaud de juillet qu'Isabelle surprit un de ces moments. Marie était dans le bureau, d'Édouard lui remettant quelques lettres qui étaient arrivées lorsqu'il s'enquit de sa santé. « Tu te remets de ces évanouissements ?» demanda Édouard, se levant de sa chaise et s'approchant d'elle. « Oui, merci beaucoup pour votre inquiétude, » répondit Marie, sentant son visage s'échauffer avec sa proximité. « Tu sembles plus coloré aujourd'hui, » observa-t-il, et Marie remarqua que ses yeux s'attardèrent un peu plus sur son visage. « Ça te va bien. » C'est à ce moment qu'Isabelle apparut à la porte du bureau, et la température de la pièce chuta immédiatement. « Édouard, j'ai besoin de te parler de... » « Oh !» Elle s'arrêta brusquement, ses yeux allant d'Édouard à Marie et retour à Édouard. « Désolé de vous interrompre. »« Tu n'interrompais rien, » dit rapidement Édouard, retournant derrière son bureau. « Marie m'a porté simplement le courrier. » Marie sentit le regard glacial d'Isabelle sur elle et se hâta de quitter le bureau. « Excusez-moi, Madame Isabelle, je retourne à mon travail. » Mais le mal était fait. Isabelle avait perçu quelque chose de différent dans la façon dont Édouard regardait Marie, et sa paranoïa trouva une nouvelle cible. À partir de ce jour, elle commença à observer chaque interaction entre son mari et la domestique avec l'attention d'un détective. « Édouard, dit-elle cette nuit-là, quand ils étaient recouchés dans leur lit, tu ne trouves pas que tu es trop gentil avec Marie ?»« Trop gentil ? Comment ça ?» demanda Édouard, faisant semblant de ne pas comprendre. « Tu ne t'es jamais intéressé aux employés avant. Soudain, tu t'enquières de sa santé, de sa famille. Elle s'est évanouie dans la cuisine. C'est normal de s'inquiéter pour les employés, » répondit Édouard, mais sa voix sonnait trop défensive. « Oui, peut-être que tu as raison, » dit Isabelle, mais son ton indiquait clairement qu'elle n'était pas convaincue. « C'est juste qu'elle est étrange ces derniers temps, plus mystérieuse, tu sais, et maintenant toi aussi tu es différent. » Édouard se tourna sur le côté, faisant semblant de vouloir dormir. « Tu imagines des choses, Isabelle, mais... » Isabelle n'imaginait pas des choses. Ses instincts étaient justes, bien qu'elle ne puisse pas encore mesurer complètement ce qui se passait. Édouard était vraiment différent. Il y avait une légèreté dans ses pas qui n'existait pas depuis des années, un intérêt renouvelé pour les conversations décontractées, une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue depuis les premières années de leur mariage. Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est qu'Édouard redécouvrait une partie de lui-même qui avait été enterrée sous des années de mariage froid et d'obligations familiales. Marie avait éveillé en lui quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, la capacité de s'intéresser sincèrement à une autre personne, de ressentir de la curiosité, d'expérimenter cette agréable sensation d'anticipation qui vient quand on sait qu'on va rencontrer quelqu'un de spécial. Pour Marie, la situation était encore plus complexe. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus partagée entre l'affection sincère qu'elle développait pour Édouard et le poids écrasant du secret qu'elle portait. Elle savait qu'elle tombait enceinte d'un homme qui ne soupçonnait même pas son existence en tant que femme jusqu'à récemment, et que tout sentiment qui naissait entre eux était basé sur un énorme mensonge. À 2 mois de grossesse, Marie
ne pouvait plus cacher complètement les changements dans son corps. Ses vêtements devenaient serrés, son visage s'arrondissait, et elle avait développé une aversion intense pour l'odeur du café, ce qui était problématique dans une maison où le café était servi 3 fois par jour. Ce fut Claudette qui verbalisa la première ses soupçons. « Marie, tu es enceinte. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation faite avec la certitude d'une femme qui avait élevé 4 enfants et reconnaissait les signes de grossesse à des kilomètres. Marie préparait la pâte d'un gâteau dans la cuisine quand Claudette fit cette observation. Ses mains s'arrêtèrent de bouger, et elle resta silencieuse pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. « Ce n'est pas vrai », murmura-t-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. « Ma fille, ne me prends pas pour une idiote, » dit Claudette, s'essuyant les mains sur son tablier et s'approchant de Marie. « Tu crois que je ne remarque pas? Les nausées, les changements corporels, la façon dont tu évites certains aliments, combien de mois ?» Marie s'effondra. Elle ne pouvait plus porter ce secret seule. « 2 mois, chuchota-t-elle, les larmes commençant à couler sur son visage. Claudette l'enlaça avec la tendresse d'une mère. « Oh, ma petite, et qui est le père ?» Marie ne répondit pas, mais Claudette vit quelque chose dans ses yeux qui lui fit comprendre que la situation était beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. « Marie, qu'as-tu fait ?»« Je ne peux pas le dire. Pas maintenant. S'il te plaît, Claudette, tu ne peux le dire à personne, s'il te plaît. » La cuisinière plus âgée prit le visage de Marie entre ses mains. « Ma fille, quoi que tu aies fait, ça ne restera pas caché longtemps. Dans quelques mois, tout le monde saura. »« Je sais, » pleura Marie, « je sais, mais pas encore. J'ai besoin de plus de temps pour décider quoi faire. » Claudette ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais promit de garder le secret. Elle s'était attachée à Marie au fil des ans et voyait en elle une fille qu'elle n'avait jamais eue. Peu importait ce que la jeune femme avait fait, elle l'aiderait à affronter les conséquences. Dans les semaines qui suivirent, Marie et Claudette développèrent un système élaboré pour cacher la grossesse. Claudette préparait des tisanes spéciales pour diminuer les nausées matinales, aidait Marie à choisir des vêtements qui dissimulaient les changements corporels et couvraient ses absences quand elle devait sortir pour vomir ou se reposer. Pendant ce temps, la relation entre Marie et Édouard continuait à s'approfondir. Il avait commencé à lui demander d'organiser des documents dans son bureau uniquement pour avoir une excuse pour parler avec elle. Il s'enquérait de ses projets d'avenir, de ses rêves, de ce qu'elle ferait si elle pouvait choisir n'importe quelle vie pour elle-même. « Si tu pouvais faire n'importe quoi, être n'importe quoi, que choisirais-tu » demanda-t-il un après-midi. Pluvieux doute, tandis qu'elle organisait des papiers dans une étagère. Marie s'arrêta de faire ce qu'elle faisait et réfléchit à la question. « J'aimerais étudier, dit-elle finalement. J'ai toujours voulu faire des études universitaires, peut-être en droit ou en gestion. Je voudrais être quelqu'un qui puisse aider d'autres personnes comme moi. »« Des personnes comme toi ?» demanda Édouard, intrigué. « Des personnes invisibles, des personnes qui travaillent dur, mais n'ont jamais l'opportunité de changer de vie. » Édouard sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Il y avait une dignité dans la façon dont Marie parlait de ses rêves qui le touchait profondément. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé d'étudier ?» Marie rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Avec quel argent ? Ma mère arrive à peine à payer le loyer avec ce qu'elle gagne comme femme de ménage. J'ai commencé à travailler à 14 ans pour aider à la maison. Il n'y a jamais eu assez d'argent ou de temps pour les études. »« Et s'il y en avait maintenant ?» demanda Édouard, se surprenant lui-même par la question. « Et si tu avais une opportunité ?» Marie le regarda, confuse. « Comment ça ?» Édouard ne savait pas pourquoi il faisait cette offre, mais les mots sortirent avant qu'il puisse les arrêter. « Je pourrais payer tes études. Une université le soir peut-être. Tu continuerais à travailler ici pendant la journée et tu étudierais le soir. » Marie fut si choquée qu'elle faillit laisser tomber les papiers qu'elle tenait. « Monsieur Édouard, je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que je ne le mérite pas. Tout le monde mérite une chance, Marie. Et toi, tu es spéciale. Tu es intelligente, dévouée, tu as des rêves. Pourquoi ne devrais-tu pas avoir la chance de les réaliser ?» Marie sentit les larmes brûler ses yeux. La générosité d'Édouard rendait sa trahison encore plus douloureuse. Comment pourrait-elle accepter son aide
en sachant ce qu'elle avait fait. Comment pourrait-elle le regarder dans les yeux, en sachant qu'elle portait son enfant sans qu'il le sache? « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle, sa voix presque inaudible. « Bien sûr, tu n'as pas à décider maintenant. Mais sache que l'offre tient toujours. » Cette nuit-là, Marie pleura seule dans sa chambre, pendant que Claudette dormait. Elle était désespérément amoureuse d'Édouard, et savait qu'il commençait à ressentir quelque chose pour elle aussi. Mais tout cela était construit sur un énorme mensonge, qui, une fois révélé, détruirait toute possibilité de bonheur pour eux deux. La situation se compliqua encore davantage lorsqu'Isabelle commença à se comporter de façon de plus en plus erratique. Obsédée par l'idée que Marie complotait contre elle, elle se mit à suivre la jeune femme dans la maison, à fouiller sa chambre quand elle travaillait et à poser des questions indirectes pour essayer de découvrir si elle avait un petit ami ou une relation cachée. « Marie, dit-elle un matin de septembre, l'interceptant dans le couloir. « Tu as un petit ami ?»« Non, Madame Isabelle, répondit Marie, essayant de paraître décontractée. « Tu n'en as jamais eu? Une jolie fille comme toi ?»« Je n'ai pas le temps pour les relations, dit Marie, ce qui était partiellement vrai. « Comme c'est étrange, murmura Isabelle, ses yeux brillant d'une intensité troublante. « Parce que tu as l'air d'une femme amoureuse. » Marie sentit son sang se glacer dans ses veines. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tu es plus attentive à ton apparence, plus rayonnante. Ce sont des signes qui ne trompent pas, Marie. » Ne répondit pas, mais Isabelle avait touché un point sensible. C'était vrai qu'elle prenait plus soin de son apparence, coiffant ses cheveux différemment, utilisant un peu du rouge à lèvres bon marché qu'elle avait acheté en ville. Tout cela à cause de l'attention qu'Édouard lui portait. La tension. Dans la maison atteignit son paroxysme une nuit d'octobre, quand Isabelle surprit Édouard et Marie en train de discuter dans le jardin du manoir. Elle était sortie pour une promenade nocturne quand elle les vit assis sur le banc de pierre près de la fontaine, parlant à voix basse sous la lumière de la lune. « J'ai toujours su que tu étais différente des autres filles qui ont travaillé. Ici, disait Édouard, il y a quelque chose en toi que je ne peux pas expliquer. » « Édouard, dit Marie, sa voix chargée d'émotion et de culpabilité, tu ne me connais pas vraiment. »« Alors laisse-moi te connaître, dit-il, se rapprochant d'elle sur le banc. C'est à ce moment qu'Isabelle apparut entre les arbres, ses yeux brillants de fureur. « Édouard, que se passe-t-il ici ?» Édouard s'éloigna rapidement de Marie, comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose de mal. « Isabelle, tu m'as fait peur. Marie et moi étions simplement... J'ai très bien vu ce que vous faisiez, » cria Isabelle, sa voix résonnant dans le jardin silencieux. « Vous me prenez pour une idiote ?» Marie se leva rapidement du banc. « Madame Isabelle, ce n'est pas ce que vous pensez. »« Ah non? Alors explique-moi ce que c'est. » Isabelle s'approcha de Marie, son visage déformé par la colère. « Explique-moi pourquoi mon mari est ici dehors, dans l'obscurité, en train de chuchoter avec la domestique. » Nous étions simplement en train de parler, tenta d'intervenir Édouard, mais Isabelle le coupa. « De quoi? De comment vous pouvez me trahir dans mon dos? De comment vous pouvez détruire mon mariage ?» Marie sentit le monde tourner autour d'elle. La dispute attirait l'attention d'autres employés, et bientôt toute la propriété saurait ce qui se passait. Elle savait qu'elle ne pourrait plus se cacher. La vérité était sur le point d'exploser, et quand cela arriverait, rien ne serait, plus jamais comme avant. « Madame Isabelle, dit Marie, sa voix tremblante mais déterminée, vous ne comprenez pas la situation. »« Alors fais-moi comprendre, » cria Isabelle. « Fais-moi comprendre pourquoi tu essaies de me voler mon mari. » Marie regarda Édouard, puis Isabelle, et prit une décision qui changerait le cours de tout. Il était temps d'arrêter de fuir la vérité. « Parce que je suis enceinte, » dit-elle, les mots sortant dans un murmure qui résonna comme un tonnerre dans le silence de la nuit. Le jardin devint complètement silencieux. Édouard la fixa avec une expression de choc absolu, tandis qu'Isabelle devint pâle comme un fantôme. « Et le bébé ?» continua Marie, les larmes coulant librement sur son visage. « Le bébé est le tien, Édouard. C'est ton fils. » Le silence qui suivit la confession de Marie fut absolu, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour assimiler l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. Édouard resta si immobile qu'il ressemblait à une statue de marbre sous la lumière de la lune, ses yeux couleur miel fixés sur Marie, avec une expression mêlant choc, incompréhension et quelque chose qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer.
Isabelle fut la première à briser le silence, et quand elle le fit, ce fut avec un rire hystérique qui résonna dans le jardin comme le son du verre qui se brise. « Enceinte? Enceinte de lui ?» Elle pointa Édouard d'une main tremblante. « Tu mens, c'est impossible. »« Ce n'est pas un mensonge, » dit Marie, sa voix ferme, malgré les larmes qui continuaient à couler sur son visage. « Je suis enceinte de 3 mois et le bébé est l'enfant d'Édouard. » Édouard retrouva enfin sa voix, mais elle sortit rauque, brisée. « Comment est-ce possible? Nous n'avons jamais rien eu. » Marie savait que le moment le plus difficile était arrivé. Il n'y avait plus moyen de fuir la vérité complète, aussi douloureuse et destructrice soit-elle. « Pas de la façon dont tu le penses, » dit-elle, essuyant les larmes de son visage avec le dos de sa main. « J'ai utilisé un de tes échantillons de la clinique. » Si le silence précédent avait été absolu, celui-ci était assourdissant. Édouard cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il essayait de comprendre des mots dans une langue étrangère. « Qu'est-ce que tu as dit ?» murmura Isabelle, sa voix chargée d'une menace mortelle. Marie prit une profonde inspiration et raconta tout. Elle parla des années d'invisibilité, d'observer les frustrations du couple, de découvrir les documents de la clinique, du plan qu'elle avait élaboré pendant des semaines, de l'opportunité qu'elle avait trouvée pendant la panne d'électricité. Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme une bombe explosant au milieu de ce jardin parfait. Édouard écouta tout dans un silence absolu, son visage passant par une série d'expressions allant du choc à l'incrédulité, de la colère à la trahison, et finalement à quelque chose qui ressemblait au désespoir. Quand Marie eut fini de raconter, il se leva du banc et commença à marcher en cercle, passant ses mains dans ses cheveux. « Tu as volé mon sperme, » dit-il, et sa voix semblait écorcher sa gorge. « Tu as pénétré dans une clinique médicale, volé mon matériel génétique, et l'as utilisé pour tomber enceinte sans mon consentement. » « Oui, » dit Marie, « il n'y avait plus de place pour les mensonges ou les demi-vérités. »« Tu as planifié tout ça, » continua Édouard, sa voix gagnant, en intensité. « Tu m'as observé, étudié ma routine, mon mariage, et tu as décidé que tu pouvais simplement m'utiliser pour tes propres fins. » Marie sentit chaque mot comme un coup de poing dans son estomac. « Édouard, je sais que ce que j'ai fait était terrible, mais... »« Terrible ?» explosa Édouard, sa voix résonnant dans les vignobles. « Tu as violé mon corps, ma vie privée, mon droit de choisir. Tu m'as volé la possibilité de consentir à la création de mon propre enfant. » Isabelle, qui était restée silencieuse pendant l'explosion de son mari, commença soudain à rire de nouveau, mais c'était maintenant un rire cruel, presque maniaque. « Je le savais, » dit-elle, marchant vers Marie d'un pas délibéré. « Je savais que tu tramais quelque chose. Toutes ces semaines à faire semblant d'être innocente, à prétendre n'être qu'une domestique soumise, alors qu'en réalité, tu exécutais un plan pour détruire ma famille. »« Je ne voulais rien détruire, » tenta de se défendre Marie. Mais sa voix semblait faible même à ses propres oreilles. « Vraiment ?» cria Isabelle. « Tu as volé le sperme de mon mari, tu portes l'enfant que j'ai essayé d'avoir pendant des années. Tu as détruit toutes mes chances d'être mère. Ce n'est pas vrai, » dit Marie, retrouvant un peu de force dans sa voix. « Vous pouvez encore avoir des enfants, ça ne change rien pour vous. »« Ça change tout. » Isabelle était maintenant à quelques centimètres de Marie, ses yeux brillants d'une fureur qui frôlait la folie. « Ce bébé sera le premier héritier. Saint-Rémy, ce bébé aura des droits sur tout ce qui est à nous. Ce bébé sera celui que j'aurais dû donner à Édouard. » C'est alors qu'Édouard intervint, se plaçant entre les deux femmes. « Ça suffit, » dit-il, sa voix basse mais chargée d'autorité. « Isabelle, rentre dans la maison. »« Tu la défends ?» Isabelle se tourna vers son mari, incrédule. « Après tout ce qu'elle a fait, tu défends cette voleuse ?»« Je ne défends. »« Personne, » dit Édouard, mais sa voix ne sonnait pas convaincante, même pour lui. « J'ai juste besoin de silence pour réfléchir. »« Réfléchir ? Il n'y a rien à réfléchir, » cria Isabelle. « Nous appelons la police immédiatement. Elle a volé, elle a pénétré dans une propriété privée, elle a commis un crime. » Marie sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle n'avait pas pensé aux conséquences légales de ses actions. Elle était tellement concentrée sur l'objectif final qu'elle n'avait pas considéré qu'elle pourrait aller en prison. « Isabelle, » dit Édouard, sa voix fatiguée, « rentre à l'intérieur. S'il te plaît. » Isabelle regarda son mari, puis Marie, puis de nouveau son mari,
et quelque chose dans son expression changea. C'était comme si elle les voyait tous les deux pour la première fois, remarquant quelque chose qu'elle n'avait pas perçu auparavant. « Mon Dieu, chuchota-t-elle, tu ressens quelque chose pour elle. » Édouard ne répondit pas immédiatement, et ce silence fut une réponse suffisante pour Isabelle. « Tu es tombé amoureux d'elle, » continua Isabelle, sa voix maintenant chargée d'une douleur qui transperça Marie comme une lame. « Pendant tous ces mois où elle planifiait ça, te manipulait, tu es tombé amoureux d'elle. » « Isabelle, ne me mens pas, Édouard, j'ai vu comment tu la regardes. J'ai vu comment tu as changé ces dernières semaines. Tu es amoureux de la femme qui a volé ton essence pour tomber enceinte sans ton consentement. » Édouard regarda. Marie, et elle vit dans ses yeux une confusion douloureuse. Il luttait contre des sentiments qu'il ne pouvait nier, même en sachant qu'ils étaient nés d'une trahison monumentale. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement. « J'ai besoin d'assimiler tout ça. » Isabelle rit encore une fois, mais c'était maintenant un rire amer, vaincu. « Du temps, bien sûr. » Elle se tourna vers Marie et son expression était de pure haine. « Tu as gagné, dit-elle. Tu as obtenu ce que tu voulais. J'espère que ça en vaut la peine. » Sur ces mots, Isabelle quitta le jardin en direction de « C'est la maison », laissant Édouard et Marie seuls sous la lumière des étoiles. Le silence entre eux était lourd, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui devait encore être dit. « Marie, » parla enfin Édouard, sans la regarder, « tu dois partir d'ici. »« Édouard, je... » »« Non, » la coupa-t-il, la regardant enfin. « Il n'y a pas d'excuse pour ce que tu as fait. Il n'y a pas d'explication qui rende cela acceptable. Tu as violé ma confiance, mon corps, mon droit de choisir. Tu m'as utilisé. » Marie sentit les larmes recommencer à couler sur son visage. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais Édouard, le bébé n'est pas responsable, » dit Édouard, sa voix plus douce. « Et tu vas être mère aussi. Ça, je ne peux pas le nier ou l'ignorer. Mais je ne peux pas te regarder maintenant sans ressentir du dégoût pour ce que tu as fait. » Chaque mot était comme un poignard dans le cœur de Marie. Elle s'était attendue à la colère, s'était préparée à l'affrontement, mais la déception et le dégoût dans la voix d'Édouard étaient bien pires que n'importe quel cri. « Je vais te trouver un endroit où rester, » continua Édouard, « et j'assumerai la responsabilité financière du bébé. Mais tu ne peux pas rester ici. » Marie acquiesça, incapable de parler. Elle savait qu'elle avait perdu non seulement son emploi, mais aussi toute chance qu'Édouard puisse un jour lui pardonner. Dans les heures qui suivirent, le manoir des Saint-Rémy se transforma en champ de bataille. Isabelle s'enferma dans la chambre de la suite principale et passa la nuit à passer des appels frénétiques à des avocats, des médecins et toute personne qui pourrait l'aider à comprendre les implications légales de ce qui s'était passé. Édouard ne dormit pas. Il passa la nuit dans son bureau buvant du whisky et essayant d'assimiler l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Pour la première fois depuis des années, il se retrouvait confronté à des émotions qu'il ne pouvait ni contrôler, ni rationaliser. Il était furieux contre Marie pour ce qu'elle avait fait, mais il ne pouvait pas non plus nier qu'il avait développé des sentiments sincères pour elle. Et maintenant, découvrir qu'elle portait son enfant rendait tout encore plus compliqué. Marie passa la nuit à faire ses valises avec l'aide de Claudette qui était en état de choc depuis qu'elle avait appris toute la vérité. « Ma petite », répétait la cuisinière, « qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait ?» Le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà répandue parmi tous les employés de la propriété. Il était impossible de garder secret quelque chose d'aussi explosif, et les murmures et regards suivaient Marie partout où elle passait. C'est alors qu'elle transportait sa dernière valise vers la voiture qu'Édouard avait mise à sa disposition qu'arriva la première camionnette de presse. Quelqu'un avait fait fuiter l'histoire, et en quelques heures, la propriété des Saint-Rémy était encerclée par des journalistes, des photographes et des caméramans. « Marie Dupont !» cria un reporter quand elle sortit de la maison. « Est-il vrai que vous avez volé du sperme d'Édouard Saint-Rémy pour tomber enceinte ?» Marie se cacha derrière ses mains, essayant d'atteindre la voiture, mais les journalistes l'encerclèrent. Les questions pleuvaient de toutes parts. « Comment avez-vous eu accès à la clinique? Aviez-vous planifié cela depuis longtemps? Que répondez-vous aux accusations de vol et de violation ?» Édouard apparut à la porte du manoir et, voyant Marie harcelée par les reporters, descendit en courant pour l'aider. « Sortez de ma propriété !» cria-t-il, se frayant un chemin jusqu'à la voiture.
Sortez tous d'ici maintenant. Mais c'était trop tard. Les images de Marie escortée par Édouard jusqu'à la voiture, tous deux visiblement bouleversés, étaient déjà diffusées en direct par plusieurs chaînes. L'histoire était devenue un scandale national. Marie fut conduite à un petit appartement à Beaune qu'Édouard avait loué pour elle. C'était un endroit simple mais propre et sûr, loin des journalistes et de la fureur d'Isabelle. Mais la paix ne durerait pas longtemps. Le lendemain, Isabelle donna une conférence de presse dans les jardins du manoir. Impeccablement vêtue, de noir comme si elle était en deuil, elle se présenta comme la victime innocente d'une conspiration cruelle. « Mon mari et moi essayons d'avoir un enfant depuis 14 ans, dit-elle aux caméras, sa voix maîtrisée mais chargée d'émotion. Nous avons essayé tous les traitements possibles, dépensé une fortune en clinique, souffert de chaque tentative échouée. Et pendant tout ce temps, une personne en qui nous avions confiance, quelqu'un que nous considérions presque comme de la famille, planifiait de nous voler la chance d'être parents. » Les images d'Isabelle pleurant devant les caméras provoquèrent une commotion nationale. L'opinion publique se divisa immédiatement. D'un côté, ceux qui voyaient Marie comme une opportuniste cruelle qui avait violé l'intimité d'une famille, de l'autre, ceux qui voyaient en elle une femme pauvre et désespérée qui avait trouvé une façon extrême de changer de vie. Les avocats d'Isabelle ne perdirent pas de temps. Ils déposèrent une plainte pénale contre Marie pour vol, violation de propriété privée et une série d'autres crimes. Simultanément, ils entamèrent une procédure civile pour contester la paternité légale du bébé et les droits de succession de l'enfant. Marie, seule dans l'appartement à Beaune, regardait la couverture médiatique avec un mélange de terreur et de fascination. Sa photo était dans tous les journaux, son histoire était débattue dans des émissions de télévision, et des experts en éthique, en droit de la reproduction et en psychologie apparaissaient quotidiennement pour analyser ses actions. C'est lors d'une de ces émissions que Marie fit la connaissance de maître Sylvie Renaud, une avocate spécialisée en droit reproductif, qui apparut dans une émission matinale défendant publiquement le droit de Marie à la maternité et à la dignité, indépendamment de la façon dont elle avait conçu. Ce que cette jeune femme a fait peut être moralement discutable, dit maître Renaud à la télévision, mais nous devons nous demander quel type de société pousse une femme à des mesures aussi désespérées. Marie Dupont a grandi invisible, sans opportunité, voyant une famille riche gaspiller des chances qu'elle n'a jamais eues. Sa méthode peut avoir été mauvaise, mais sa motivation révèle les inégalités profondes de notre société. Marie appela le bureau de l'avocate le jour même. Maître Renaud, une femme de 50 ans aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, accepta de la représenter pro bono, voyant dans cette affaire une occasion de lutter pour une cause plus importante. « Marie, dit-elle lors de leur première rencontre, vous avez fait quelque chose qui peut techniquement être considéré comme un crime, mais vous avez aussi fait quelque chose qui révèle les injustices du système. Nous allons utiliser cette affaire pour exposer les inégalités, l'invisibilité des pauvres, et le droit de chaque enfant à être reconnu par ses parents biologiques. » Pendant ce temps, l'enquête sur la façon dont Marie avait pu accéder à la clinique révélait de graves problèmes dans le système de sécurité de l'établissement. On découvrit que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des failles dans la protection du matériel génétique et qu'il existait des lacunes dans le protocole qui permettaient ce type de violation. Mais le véritable séisme survint lorsque les avocats de Marie commencèrent à enquêter plus profondément sur la famille Saint-Rémy. Ce qu'ils découvrirent fut un réseau complexe d'irrégularités financières, d'évasion fiscale et de pratiques de travail douteuses qui ternirent la réputation impeccable de la famille. Édouard n'avait pas seulement hérité du domaine viticole, mais aussi de systèmes de corruption qui remontaient aux générations précédentes. On découvrit que l'entreprise avait reçu des prêts subventionnés du gouvernement en utilisant des documents falsifiés, que plusieurs employés travaillaient sans contrat de travail et qu'il y avait des comptes non déclarés dans des paradis fiscaux. Le plus dévastateur fut la découverte que la clinique de procréation assistée elle-même recevait des paiements supplémentaires non déclarés pour donner la priorité à certains patients, et qu'Isabelle était au courant de ces arrangements illégaux. La presse, qui avait initialement dépeint Marie comme la méchante de l'histoire, commença à changer le ton de sa couverture à mesure que les scandales de la famille Saint-Rémy étaient révélés.
les gros titres passèrent de « Une domestique vole le sperme de son patron » à « Les scandales de la famille Saint-Rémy révèlent une corruption systématique ». Édouard, confronté aux preuves des irrégularités dans ses affaires, se retrouva dans une position impossible. Il avait sincèrement ignoré beaucoup des pratiques illégales dont il avait hérité, mais légalement, il était responsable de toutes. Sa réputation d'homme d'affaires intègre s'effondra du jour au lendemain. Isabelle, désespérée de garder un certain contrôle sur la situation, intensifia sa campagne publique contre Marie. Elle apparaissait quotidiennement à la télévision, donnait des interviews à des magazines et utilisait ses connexions sociales pour mobiliser l'opinion publique contre la criminelle qui a détruit une famille respectable. Mais sa stratégie eut l'effet inverse de celui escompté. Plus elle apparaissait dans les médias, plus son obsession malsaine pour la maternité et son manque d'empathie pour les circonstances qui avaient conduit Marie à prendre une décision aussi désespérée devenaient évidents. Le tournant survint lorsqu'un magazine d'investigation révéla qu'Isabelle avait soudoyé des employés de la clinique pour avoir un accès préférentiel à des traitements expérimentaux coûteux et qu'elle avait menti sur son état médical pour obtenir la priorité sur d'autres patientes. La révélation fut dévastatrice. La femme qui se présentait comme une victime innocente d'une conspiration cruelle était en réalité impliquée dans les mêmes types de pratiques discutables qu'elle accusait Marie d'avoir commises. Marie assista à la chute de la réputation d'Isabelle depuis son appartement à Beaune, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de pitié. Elle n'avait pas prévu d'exposer les magouilles de la famille Saint-Rémy, mais son action avait déclenché une enquête qui révélait l'hypocrisie et la corruption qui se cachaient derrière la façade parfaite. À 4 mois de grossesse, Marie ne pouvait plus cacher complètement son état. Son ventre commençait à s'arrondir, et elle sentait les premiers mouvements du bébé. Chaque coup de pied était un rappel que, indépendamment de la façon dont cet enfant avait été conçu, il était maintenant réel, il était sa responsabilité, et méritait d'être protégé. Maître Renaud avait réussi à reporter le procès pénal en argumentant que Marie ne pouvait pas être emprisonnée pendant sa grossesse sans risque pour le fœtus. Mais la bataille juridique sur la paternité et les droits de succession du bébé ne faisait que commencer. « Marie, dit Maître Renaud lors d'une de leurs réunions régulières, nous devons nous préparer à un test ADN dès la naissance du bébé. Édouard exige une preuve scientifique de paternité avant d'assumer toute responsabilité légale. Et si le test confirme qu'il est le père, demanda Marie, touchant automatiquement son ventre, alors il sera légalement obligé de reconnaître l'enfant et de payer une pension alimentaire. Et selon l'évolution de l'affaire, le bébé pourrait avoir des droits de succession sur l'héritage de la famille. Marie savait que c'était exactement ce qu'elle avait planifié depuis le début. Mais maintenant, des mois plus tard, ses motivations étaient devenues beaucoup plus complexes. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de vengeance. Il s'agissait de donner à l'enfant qu'elle portait une identité, un nom, une place dans le monde. C'est par un après-midi pluvieux de décembre qu'Édouard se présenta à son appartement. Marie venait de rentrer d'une consultation prénatale quand elle trouva sa voiture garée devant l'immeuble. Son cœur s'emballa et elle monta les escaliers d'un pas tremblant. Édouard l'attendait dans le couloir, adossé au mur près de sa porte. Il était différent, plus mince, avec des cernes profonds et une tristesse dans les yeux que Marie n'avait jamais vue auparavant. « Édouard, dit-elle, sa voix presque un murmure. « Marie, pouvons-nous parler ?» Elle ouvrit la porte de l'appartement, et il entra, regardant autour de lui le petit espace, avec une expression qu'elle ne put interpréter. « Comment vas-tu » demanda-t-il, et Marie remarqua que ses yeux s'attardèrent sur son ventre, maintenant clairement visible sous sa robe. « Bien, répondit-elle, le bébé est en bonne santé. » Édouard hocha la tête, mais ne dit rien pendant quelques instants. Finalement, il soupira profondément. « Marie, je veux que tu saches que, indépendamment de tout ce qui s'est passé entre nous, j'assumerai ma responsabilité si le bébé est vraiment mon fils. »« Édouard, laisse-moi finir. » coupa-t-il, mais sa voix n'était pas dure. « Ce que tu as fait était mal. C'était une violation que je ne sais pas si je pourrai jamais pardonner complètement. Mais cet enfant n'est pas responsable. Et s'il est ma fille, ou mon fils, il mérite d'avoir un père. » Marie sentit les larmes brûler ses yeux. « Et si c'est le cas,
Si le test confirme la paternité. Édouard la regarda directement dans les yeux pour la première fois depuis qu'il était entré dans l'appartement. Alors nous devrons trouver un moyen de faire fonctionner cela, pour le bien de l'enfant. Marie acquiesça, incapable de parler. Elle voulait dire tant de choses, qu'elle regrettait de lui avoir menti, qu'elle était tombée éperdument amoureuse de lui pendant ces mois au manoir, qu'elle souhaitait que les choses aient pu être différentes. Mais elle savait que ce n'était pas le moment pour les confessions. Édouard se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Marie, une dernière chose. Isabelle a demandé le divorce. Elle réclame la moitié de tous les biens, y compris le domaine viticole. Marie eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. « À cause de moi ?»« À cause de tout, » répondit Édouard. « Les scandales financiers, l'enquête du fisc, cette affaire. Notre famille est détruite de tous côtés. Le mariage n'était qu'une victime de plus. » Il sortit sans dire au revoir, laissant Marie seule avec ses pensées et la conscience du pouvoir destructeur de ses actions. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Édouard libéré d'Isabelle, la reconnaissance de la paternité, des droits pour son enfant. Mais le prix avait été beaucoup plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, Marie posa les mains sur son ventre et parla au bébé qui grandissait à l'intérieur. « J'ai fait tout ça pour toi », chuchota-t-elle dans l'obscurité. « Pour que tu aies une chance d'être quelqu'un. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner les méthodes que j'ai utilisées. » L'avenir était incertain, rempli de batailles juridiques, d'examens publics et de conséquences qui se dérouleraient encore pendant des années. Mais Marie savait une chose avec certitude. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle avait changé le cours de sa vie et de la vie de tous ceux qui l'entouraient pour toujours. Et malgré tout, malgré la douleur, la culpabilité et l'incertitude, elle ne regrettait pas complètement. Parce que pour la première fois de sa vie, Marie Dupont n'était plus invisible. Elle était devenue la protagoniste de sa propre histoire, même si cette histoire avait coûté plus cher qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir payer. Les mois suivants passèrent comme un ouragan de changements qui transformèrent non seulement la vie de Marie, mais toute la structure sociale et entrepreneuriale qui entourait la famille Saint-Rémy. L'hiver français de 2024 serait rappelé non pour son froid intense, mais pour les vents de transformation qui balayèrent la vallée des vignobles et résonnèrent dans tout le pays. Marie, maintenant enceinte de 6 mois, était devenue une figure publique involontaire. Son ventre rond était photographié chaque fois qu'elle sortait de l'appartement, et ses apparitions au tribunal faisaient la une des journaux. Maître Renaud avait transformé l'affaire en une plateforme pour discuter d'inégalité sociale, de droits reproductifs et d'invisibilité féminine, faisant de Marie le visage d'une cause bien plus importante que son histoire personnelle. Marie n'est pas seulement une femme qui a pris une décision désespérée, déclara Maître Renaud lors d'une interview dans l'émission « À vous, lapin ». Parole sur France 2. Elle est le symbole de millions de Françaises qui ont grandi invisibles, sans opportunité, voyant leur vie décidée par d'autres. Sa méthode peut avoir été discutable, mais sa motivation révèle les plaies ouvertes de notre société. Les réseaux sociaux se divisèrent entre les hashtags « Justice pour Marie » et « Zo le crime est crime ». Des féministes de tout le pays se mobilisèrent pour la soutenir, tandis que des groupes conservateurs réclamaient son emprisonnement immédiat. Marie était devenue, sans le vouloir, le centre d'un débat national sur l'autonomie féminine, les droits reproductifs et la justice sociale. Mais loin des projecteurs et des discussions passionnées, Marie vivait quotidiennement des montagnes, russes émotionnelles. La grossesse se déroulait bien, le bébé bougeait constamment, surtout la nuit, comme s'il était impatient de connaître le monde qui l'attendait. Pendant les consultations prénatales à l'hôpital public de Beaune, les médecins confirmaient qu'il s'agirait d'un garçon en bonne santé, prévu pour naître en février. « Un garçon », murmura Marie pour elle-même après l'une des consultations, marchant dans les rues de la ville avec la main sur le ventre. « Je vais avoir un fils. » La réalité semblait encore irréelle, même avec l'évidence physique qui grandissait en elle chaque jour. Édouard avait établi une étrange routine de soins distants. Toutes les 2 semaines, il apparaissait à l'appartement avec des provisions, payait les factures médicales et s'enquérait de la santé du bébé. Ces visites étaient formelles, presque professionnelles, mais Marie remarquait qu'il trouvait toujours une excuse pour rester quelques minutes de plus, l'observant discrètement.
Comment te sens-tu? Demanda-t-il un après-midi de janvier, assis inconfortablement sur le petit canapé du salon, pendant que Marie préparait un thé. Lourde, répondit-elle avec un sourire timide. Il ne cesse de bouger, surtout quand j'essaie de dormir. Édouard sourit presque en entendant cela, mais se retint. Ma mère disait que j'étais comme ça aussi. Je donnais des coups de pied toute la nuit. Ce fut un rare moment d'intimité entre eux, une brèche dans l'armure de formalité qu'Édouard maintenait. Marie profita de cette ouverture. « Édouard, dit-elle, posant la tasse de thé sur la table, je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je dois le dire. Je suis tombée amoureuse de toi pendant ces mois au manoir. Ce n'était pas dans le plan initial. Les sentiments étaient réels. » Édouard resta silencieux longtemps, regardant la tasse dans ses mains. Quand il répondit enfin, sa voix était chargée de fatigue. « Marie, cela rend tout encore plus compliqué. Si tu avais fait cela uniquement pour l'argent ou la vengeance, je pourrais gérer la situation plus clairement. Mais savoir qu'il y avait des sentiments impliqués, cela me fait remettre en question tout ce qui s'est passé entre nous. » « Je sais que j'ai tout compliqué, dit Marie, s'asseyant prudemment sur le canapé à côté de lui. Mais les moments que nous avons passés ensemble, les conversations dans le bureau, la gentillesse que tu as montrée, rien de tout cela n'était fin de ma part. » Édouard la regarda pour la première fois pendant la conversation, et Marie vit dans ses yeux la même confusion qu'elle ressentait. « Et cela rend tout plus difficile pour moi aussi, admit-il. Parce que j'ai aussi ressenti quelque chose pour toi, et maintenant je ne sais plus ce qui est réel et ce qui était de la manipulation. » Cette même semaine, les avocats d'Isabelle firent un geste désespéré. Ils diffusèrent des rapports médicaux qui remettaient en question la capacité mentale de Marie, suggérant qu'elle souffrait de troubles de la personnalité qui la rendaient dangereuse et incapable d'élever un enfant. La stratégie se retourna contre eux. Maître Renaud obtint immédiatement des évaluations psychologiques indépendantes qui attestaient de la santé mentale de Marie, et la tentative de la disqualifier psychiquement généra une vague d'indignation publique. Les réseaux sociaux explosèrent avec des témoignages de femmes qui avaient été réduites au silence ou discréditées par des remises en question de leur santé mentale. « C'est la plus vieille stratégie du monde », écrivit une influenceuse féministe sur Instagram. « Quand une femme pauvre ose défier le système, on tente immédiatement de la déclarer folle. Nous ne permettrons pas que cela arrive à Marie. » Le mouvement du « Nous sommes pas folles » devint viral, et des femmes de toute la France commencèrent à partager des histoires sur la façon dont elles avaient été discréditées ou réduites au silence lorsqu'elles avaient tenté de dénoncer des injustices ou de lutter pour leurs droits. Marie observait tout cela depuis son appartement, se sentant à la fois reconnaissante du soutien et effrayée par la responsabilité qui était tombée sur ses épaules. Elle n'avait pas demandé à devenir un symbole, mais maintenant des milliers de femmes voyaient en elle la représentation de leur propre lutte. C'est durant cette période tumultueuse que Marie reçut une visite inattendue. Claudette, la cuisinière qui avait été sa compagne de chambre au manoir, apparut à son appartement par un matin pluvieux de janvier. « Ma petite, » dit Claudette, embrassant Marie les larmes aux yeux. « Comment vas-tu » ? Claudette. « Comment as-tu trouvé mon adresse ? Monsieur Édouard me l'a donnée. Il m'a dit que je pouvais venir te voir si je le souhaitais. » Les deux femmes s'assirent dans le petit salon, et Claudette raconta le chaos qui s'était emparé du manoir après le départ de Marie. Isabelle avait licencié la moitié du personnel, soupçonnant que tous conspiraient contre elle. Claudette elle-même avait été congédiée la semaine précédente, après 14 ans de travail pour la famille. « Elle est devenue complètement folle, » dit Claudette, secouant la tête. « Elle passe toute la journée enfermée dans sa chambre, à téléphoner à des avocats, à crier sur tout le monde. Monsieur Édouard y est à peine, il passe la plupart de son temps au bureau en ville ou en voyage. »« Et comment va-t-il » Marie ne put s'empêcher de demander. Claudette la regarda avec compréhension. « Triste, ma petite, très triste, et confus. Je le vois parfois regarder le jardin où vous aviez l'habitude de parler avec une expression qui... Ah, mon cœur se serre rien qu'à y penser. » Lors de cette conversation, Claudette révéla quelque chose qui changea la perspective de Marie sur toute la situation. « Tu sais, ma petite, je travaille pour des familles riches depuis plus de 30 ans. Et une chose que j'ai apprise, c'est qu'ils ne sont pas différents de nous. Eux aussi souffrent, eux aussi ont peur.
eux aussi font des erreurs. La différence, c'est qu'ils ont de l'argent pour mieux cacher leurs problèmes. Que veux-tu dire? Demanda Marie. Ce mariage était mort depuis des années. Madame Isabelle et Monsieur Édouard vivaient comme des étrangers dans la même maison. Son obsession d'avoir un enfant était la seule chose qui les reliait encore. Et même cela était une connexion malsaine. Tu as peut-être accéléré la fin, mais cette fin était déjà écrite. Les paroles de Claudette résonnèrent dans l'esprit de Marie pendant les jours suivants. Elle commença à repenser sa propre histoire, se demandant si elle avait vraiment détruit un mariage heureux ou simplement exposé la dysfonction qui existait déjà. La fin janvier apporta des développements dramatiques dans l'affaire. Le fisc resserra l'étau autour de la famille Saint-Rémy, gelant des comptes bancaires et entamant un processus d'enquête qui s'étendrait sur des années. Édouard, confronté à la possibilité de perdre tout ce dont il avait hérité, prit une décision qui surprit tout le monde. Il proposa de collaborer pleinement avec les autorités, fournissant tous les documents et informations nécessaires pour l'enquête. Je préfère tout perdre et recommencer avec honnêteté, plutôt que de passer le reste de ma vie à essayer de cacher des crimes que je n'ai pas commis, déclara-t-il. Lors d'une conférence de presse qui choqua le pays, « Ma famille a bâti un empire sur des bases pourries, et il est temps de le reconnaître publiquement. » La déclaration d'Édouard fut un tournant. Pour la première fois depuis le début du scandale, il n'apparaissait pas comme un méchant ou une victime, mais comme un homme qui avait choisi de faire ce qui était juste, même si cela lui coûtait sa fortune. Marie regarda la conférence de presse depuis l'hôpital, où elle était hospitalisée pour surveillance en raison d'une légère élévation de sa tension artérielle. Quand elle vit Édouard assumer la responsabilité des crimes de sa famille, elle ressentit une admiration profonde pour lui, qui dépassait tout sentiment romantique qu'elle pouvait avoir. « Il fait ce qui est juste », dit-elle à Maître Renaud, qui était à ses côtés dans la chambre d'hôpital. « Oui, et cela va beaucoup aider notre cas, » répondit l'avocate. « Un homme qui est prêt à sacrifier sa fortune pour la vérité assumera certainement la responsabilité de son fils. » La naissance eut lieu par un matin froid du 15 février, après 12 heures de travail à l'hôpital de Beaune. Marie avait insisté pour utiliser le système de santé publique, refusant les offres d'Édouard de payer une clinique privée. « J'ai toujours été soignée à l'hôpital public », expliqua-t-elle à Maître Renaud. « Je ne vais pas changer cela maintenant, juste parce que j'ai de l'argent. De plus, je veux que mon fils naisse dans le même système qui s'occupe de femmes comme ma mère. » Quand le bébé arriva enfin au monde, avec ses 3,2 kilos et 49 centimètres, Marie pleura comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de soulagement, mais d'un amour si écrasant qu'elle ne savait pas qu'elle était capable de le ressentir. « C'est un beau garçon », dit l'infirmière, plaçant le bébé dans les bras de Marie. « Il a les yeux clairs comme son père. » Marie regarda le petit visage parfait de son fils et vit immédiatement la ressemblance avec Édouard. Les yeux, qui étaient encore bleu-gris comme tous les nouveau-nés, avaient la forme des yeux d'Édouard. Le petit nez, les lèvres bien dessinées, même la forme des mains était identique. « Bonjour mon amour, chuchota-t-elle au bébé. Je suis ta mère, et je te promets que tu auras une vie meilleure que la mienne. » Édouard arriva à l'hôpital 2 heures après la naissance, informé par Maître Renaud. Il entra dans la chambre avec hésitation, n'ayant pas encore complètement assimilé qu'il y avait maintenant un enfant réel dans le monde qui pourrait être son fils. Quand il vit Marie tenant le bébé, quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas seulement les 9 mois de tension, de colère et de confusion qui trouvaient finalement une soupape. C'était la vision d'une nouvelle vie, pure et innocente, qui n'était pas responsable de tout ce qui s'était passé entre les adultes. « Il est magnifique », dit Édouard, sa voix chargée d'émotion. « Tu veux le prendre ?» proposa Marie, lui, tendant le bébé. Édouard hésita un moment, puis tendit les bras avec précaution. Quand le bébé fut placé dans ses bras, il commença à pleurer silencieusement. Peu importait comment cet enfant avait été conçu. Il était là, il était réel, et quelque chose de profond en Édouard reconnut en lui une connexion qui transcendait toutes les rancœurs et tous les ressentiments. « Comment vas-tu l'appeler » demanda-t-il, sans quitter des yeux le petit visage du bébé. « Michel » répondit Marie. « Michel Dupont-Saint-Rémy. » Édouard la regarda, surpris. « Saint-Rémy »« Il est ton fils, Édouard.
Indépendamment de la façon dont il a été conçu, il mérite de porter le nom de son père. Le test ADN fut réalisé 3 jours plus tard, lors d'une cérémonie tendue qui fut largement couverte par les médias. Des représentants des 2 parties étaient présents, ainsi que des techniciens indépendants engagés par le tribunal pour garantir l'intégrité du processus. Les résultats sortiraient dans une semaine, mais tous les présents savaient que ce n'était qu'une formalité. La ressemblance physique entre Édouard et le bébé était indéniable, et même les avocats d'Isabelle avaient cessé de remettre en question la paternité. Pendant cette semaine d'attente, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Édouard commença à rendre visite à Marie et Michel tous les jours à l'appartement. Au début, les visites étaient formelles et brèves, mais elles devinrent progressivement plus longues et naturelles. Édouard se révéla être un père instinctivement affectueux. Il apprit à changer les couches, à préparer les biberons, à calmer Michel quand il pleurait, et à mesure qu'il apprenait à connaître son fils, il redécouvrait aussi Marie sous une lumière différente. « Tu es une mère incroyable », dit-il, un après-midi, observant Marie allaiter Michel avec une tendresse qui le touchait profondément. « J'apprends », répondit-elle en souriant. « Parfois je n'arrive pas à croire qu'il est réel, que j'ai vraiment réussi. »« Réussi quoi ?» Marie regarda Édouard, pesant soigneusement ses mots. « Réussi à lui donner une chance d'être quelqu'un, d'avoir un nom, une identité, des droits, de ne pas être invisible comme je l'ai été. » Édouard resta silencieux, digérant ce qu'elle avait dit. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la vérité, il parvint à voir les actions de Marie non pas seulement comme une trahison personnelle, mais comme l'acte désespéré d'une femme qui voulait briser un cycle de pauvreté et d'invisibilité. Le résultat de l'ADN arriva un mardi pluvieux de mars. Comme prévu, il confirma avec 99,9% de certitude qu'Édouard était le père biologique de Michel. Mais à ce stade, la confirmation scientifique était presque sans importance. Édouard avait déjà assumé émotionnellement la paternité. La confirmation officielle déclencha une série d'actions légales. Édouard fut légalement obligé de reconnaître Michel comme son fils et de payer une pension alimentaire. Plus important encore, Michel devint automatiquement l'héritier légal d'une partie du patrimoine de la famille Saint-Rémy, malgré tous les problèmes juridiques auxquels la famille était confrontée. Isabelle tenta un dernier coup désespéré, déposant une action pour contester la légitimité de l'héritage en se basant sur la méthode criminelle de conception. Mais le juge rejeta sommairement la demande, établissant un précédent juridique important. La façon dont un enfant est conçu n'affecte pas ses droits civils, déclara le juge M. Jean-Pierre Moreau dans le jugement qui ferait date. Michel Dupont-Saint-Rémy est le fils légitime d'Édouard Saint-Rémy et possède tous les droits que cela implique, indépendamment des circonstances de sa conception. La décision fut accueillie avec des célébrations par des organisations de droits humains et féministes de tout le pays. Marie avait non seulement obtenu la reconnaissance pour son fils, mais aussi établi un précédent juridique qui protégerait d'autres enfants dans des situations similaires à l'avenir. Mais la véritable transformation eut lieu loin des tribunaux et des gros titres des journaux. Elle se produisit durant les après-midi silencieux dans l'appartement de Beaune, où Édouard, Marie et Michel commencèrent à former lentement et prudemment quelque chose qui ressemblait à une famille. Édouard avait perdu presque toute sa fortune à cause des amendes et des restitutions liées aux enquêtes fiscales. Le domaine viticole avait été vendu pour payer les dettes et il se retrouvait pour la première fois de sa vie à devoir travailler comme employé plutôt que comme propriétaire. Ironiquement, dit-il à Marie lors d'une de ses visites, « Je me sens plus libre maintenant que je ne l'ai été depuis des années. Je n'ai plus à porter le poids de toutes les attentes et obligations de la famille Saint-Rémy. »« Et que vas-tu faire maintenant ?» demanda Marie, berçant Michel dans ses bras. « Un ami m'a offert un poste de directeur dans un domaine viticole à Gevrey-Chambertin. C'est un poste simple, mais je connais le métier et je peux recommencer honnêtement. » Marie sourit. « Je pense que ce sera bon pour toi. » Édouard la regarda longuement avant de parler. « Marie, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, à l'avenir. » Le cœur de Marie s'accéléra. « Et je ne peux pas prétendre que ce que tu as fait n'était pas mal.
C'était une violation qui a laissé des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais complètement. Mais je ne peux pas non plus prétendre que je ne ressens rien pour toi, ou que je ne vois pas le type de mère extraordinaire que tu es devenue. Marie retint son souffle, attendant. « J'aimerais essayer, » continua Édouard. « Je ne sais pas si... Nous y parviendrons. Je ne sais pas si je pourrais surmonter complètement ce qui s'est passé. Mais pour Michel, pour nous, j'aimerais essayer de construire quelque chose de réel. » Les larmes coulèrent sur le visage de Marie. « Édouard, je ferai n'importe quoi pour revenir en arrière et tout faire différemment. Mais je ne peux pas. Je peux seulement promettre qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de mensonges entre nous. Alors essayons, dit-il, s'approchant d'elle sur le canapé. Voyons si nous pouvons construire une vraie famille. Leur premier baiser eut lieu cet après-midi-là, doux et hésitant, chargé de mois de douleur, de pardon et d'espoir. Michel dormait paisiblement dans son berceau à côté, ignorant qu'il était témoin de la naissance d'une nouvelle famille, construite sur les cendres de secrets et de trahisons, mais cimentée par un amour authentique et la rédemption. Les mois suivants ne furent pas faciles. Édouard et Marie durent réapprendre à se faire confiance, à construire une intimité sur une base d'honnêteté qui n'avait pas existé auparavant. Il y eut des discussions, des moments de doute, des rechutes dans les anciennes blessures. Mais il y eut aussi des découvertes mutuelles, de la croissance, et l'amour grandissant pour Michel qui les unissait chaque jour davantage. Marie devint une figure publique respectée, invitée à des conférences sur les droits reproductifs, l'inégalité sociale et l'émancipation des femmes. Elle utilisa sa nouvelle plateforme pour défendre d'autres femmes en situation vulnérable, devenant la voix qu'elle n'avait jamais eue quand elle était jeune. « Je ne recommande à personne ce que j'ai fait, » disait-elle dans ses conférences. « Mais je recommande à toutes les femmes de lutter pour leurs droits, pour leurs opportunités, pour leur visibilité. N'attendez pas que quelqu'un vous les donne sur un plateau. » Édouard, quant à lui, découvrit dans le travail une satisfaction qu'il n'avait jamais éprouvée en tant que propriétaire d'entreprise. En tant que directeur du petit domaine viticole, il appliqua ses connaissances de manière éthique et durable, aidant l'entreprise à se développer de façon responsable. Le couple se maria lors d'une cérémonie simple en décembre, quand Michel eut 10 mois. La cérémonie eut lieu à l'église Saint-Vincent de Beaune, avec seulement la famille proche et des amis intimes présents. Marie portait une simple robe blanche en coton et Édouard était sans cravate, plus détendu et heureux que quiconque ne se souvenait de l'avoir vu. Michel, maintenant un bébé potelé et souriant qui commençait à essayer de ramper, fut la véritable vedette de la cérémonie. Pendant l'échange des vœux, il fit ses premiers pas chancelants des bras de Claudette, devenue sa nounou et sa deuxième grand-mère, vers les bras de ses parents, provoquant des larmes d'émotion chez tous les présents. Michel nous a appris que parfois les familles les plus vraies sont celles que nous choisissons de construire, dit Édouard dans ses vœux, regardant alternativement Marie et son fils. Tu m'as appris que l'amour peut naître même des erreurs les plus douloureuses, et que pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. Marie, à son tour, promit une honnêteté absolue pour le reste de leur vie. J'ai commis l'erreur de penser que la fin justifiait les moyens, dit-elle, les larmes coulant librement sur son visage. Mais j'ai appris qu'une vraie famille ne peut être construite que sur la vérité. Je promets qu'il n'y aura plus jamais de secret entre nous. Isabelle n'assista pas au mariage, évidemment, mais elle envoya étonnamment une carte. À l'intérieur, un message manuscrit qui disait simplement « J'espère que vous serez plus heureux que nous ne l'avons été ». C'était un petit geste, mais qui représentait une sorte de clôture pour tous les concernés. 2 ans plus tard, Marie et Édouard étaient assis dans le jardin de leur modeste maison à Beaune, observant Michel jouer avec un petit camion sur l'herbe. Marie était enceinte à nouveau, cette fois de manière planifiée et désirée par les deux, une fille qu'ils avaient décidé d'appeler Amélie. « Tu regrettes ?» demanda soudain Édouard, posant sa main sur le ventre de Marie. « D'avoir fait... »« Ce que j'ai fait pour avoir Michel, » réfléchit-elle. « Je ne peux pas le regretter, lui, mais je regrette d'avoir menti, d'avoir violé ta confiance. Je regrette d'avoir pensé qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Et toi, retourna Marie la question, tu regrettes de m'avoir pardonné ?» Édouard regarda Michel, qui à ce moment-là courut vers eux en criant « Papa, maman !» avec la joie pure d'un enfant de 2 ans, puis regarda Marie.
ses yeux brillants d'un amour qui avait grandi et mûri à travers les épreuves. « Jamais, dit-il, l'embrassant doucement. Je ne regretterai jamais d'avoir choisi l'amour. » Marie regarda autour d'elle le jardin simple de leur modeste maison, vit Michel jouer joyeusement sur l'herbe, sentit Amélie bouger dans son ventre et toucha la main d'Édouard. Elle était passée de l'invisibilité complète à devenir une femme reconnue, respectée, aimée. Son fils avait un nom, une famille, un avenir. Le prix avait été élevé, les cicatrices étaient toujours là, et elle savait qu'elle porterait toujours le poids des choix qu'elle avait faits. Mais là, dans ce moment parfait d'un après-midi d'automne, dans la vallée des vignobles, Marie Dupont-Saint-Rémy savait qu'elle avait accompli quelque chose qu'elle jugeait impossible. Elle avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entouraient. Et elle l'avait fait sans perdre son essence, sa dignité ou sa capacité d'aimer et d'être aimée. Le jeu était terminé, mais la vraie vie, cette vie pour laquelle elle s'était tant battue, ne faisait que commencer. Et elle était plus belle que n'importe quel rêve qu'elle avait osé faire pendant ces jours silencieux où elle n'était qu'une ombre dans le manoir des Saint-Rémy. Maintenant, enfin, Marie était visible, et elle ne permettrait jamais de redevenir invisible.